Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons démarrer la table ronde sur la métamorphose de l'emballage. Je me présente à vous, je suis Fanny Lhuillier, je travaille chez BPI France depuis une quinzaine d'années et depuis un an, je suis coordinatrice du plan climat BPI France en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'emballage et le parti pris, c'est d'interviewer trois personnes qui ont un regard différent sur le sujet, puisque donc une première personne, Anthony Boule, travaille dans un cabinet d'éco-conception, c'est le cofondateur d'un cabinet d'éco-conception. Et puis nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Yannick Jacob, qui travaille dans une entreprise familiale, la lunetterie Morel, donc, qui pourra vous donner une approche entreprise mise en œuvre au sein d'une entreprise au niveau des changements au niveau de l'emballage. Et nous aurons la joie également d'accueillir notre dernier intervenant, Benoît Hébert, qui travaille dans une entreprise d'emballage spécialisée plastique et qui est en train de développer une autre voie qui nous présentera. Je ne vais pas être plus longue, laisser le maximum de temps aux intervenants qui, vous le verrez, sont complètement passionnants. Et je vous remercie d'accueillir dans un premier temps Anthony Boule. Merci beaucoup Fanny. Je vais directement changer. Oui. Je m'appelle Anthony Boule, je suis donc cofondateur d'une agence qui s'appelle MU, qui est une agence d'éco-conception qu'on a cofondée en 2010 avec un associé designer. MU, en deux mots, c'est l'association de deux compétences. D'une part, l'évaluation environnementale, donc la capacité à comprendre les enjeux, identifier les enjeux environnementaux des produits et des priorités d'action. Et d'autre part, le design industriel pour trouver des solutions, que ce soit des solutions de conception, des choix de matériaux, des scénarios logistiques, des scénarios d'usage, des scénarios de fin de vie. On travaille, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises à intégrer l'environnement tout au long du process de développement produit, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché du produit, avec des entreprises de toute taille, de tout secteur. Voilà. Donc Fanny m'a gentiment invité à intervenir aujourd'hui sur la question des leviers pour la métamorphose de l'emballage. Donc nous, on n'est pas spécialiste de l'emballage, hein. On est une agence généraliste d'éco-conception. Par contre, effectivement, dans tous les projets qu'on accompagne, l'emballage a une place, alors plus ou moins centrale, mais donc on a quand même une petite expérience sur le sujet et j'ai choisi aujourd'hui d'illustrer en fait ces leviers d'amélioration de l'emballage avec trois exemples qui illustrent trois stratégies possibles pour aller vers du mieux dans l'emballage. Donc l'exemple de gauche, c'est plutôt une stratégie de simplification, d'allègement, de juste nécessaire dans l'emballage. Et c'est une entreprise qui s'appelle Gobi, donc qu'on a eu la chance d'accompagner depuis 2010 et qui travaille sur la substitution d'une offre jetable vers une offre réutilisable. Donc en l'occurrence, ici, c'est des gourdes à destination des salariés au bureau. Donc on a travaillé pour eux, à un moment on s'est posé la question de l'emballage et notre parti pris de départ, notre première proposition, ça a été de complètement s'affranchir de l'emballage parce que c'est un produit qui avait été conçu pour être durable, tenir à l'usage. Donc s'il y a un usage, il doit tenir aussi au transport. Donc pas besoin d'emballage, il ne sert à rien, fonctionnellement ou techniquement. Et on s'est heurté à un frein qui a été exprimé par les fondateurs de Gobi, qui nous ont dit, ben oui, mais nous on a envie de proposer à nos clients une expérience utilisateur de déballage, de l'unpacking. Et ils tenaient à cette expérience utilisateur. Donc on s'est orienté vers une solution ultra légère, la plus légère possible, tout en permettant cette expérience d'ouverture. C'était initialement un petit sac Kraft, comme vous trouvez quand vous achetez votre baguette de pain. Et ça a été mis en place pendant quelques années. Et on était très contents, au bout de 3-4 ans, si je ne me trompe pas, de voir que Gobi avait changé son emballage pour garder uniquement une petite collerette qui donne une notice d'utilisation de la gourde pour les utilisateurs. Et donc ce qu'on voit là, c'est que c'est bien sûr une stratégie de réduction à la source de l'emballage, pertinente parce que le produit est durable, le produit tient techniquement, donc il n'y a pas besoin techniquement d'un emballage pour le protéger, parce que sinon la solution pourrait être pire que le problème. Et on peut observer des freins qui sont au-delà de la technique ou de la fonction, freins qui peuvent potentiellement être levés avec le temps. Ça demande des changements de comportement, des changements de préoccupation, en l'occurrence cette fameuse expérience d'unpacking. Un deuxième exemple, là on est plus sur de la recharge, donc c'est une entreprise, c'est la marque Care de Stella McCartney, donc on n'est pas du tout sur la même taille d'entreprise. Et la stratégie, là c'est une stratégie de recharge.
Alors, avec une recharge un petit peu particulière parce qu'elle est assumée. Pourquoi elle est assumée? D'abord parce qu'elle est visible, on voit la recharge, même qu'on la met dans l'emballage, elle est visible. Et aussi et surtout parce qu'elle est conçue pour pouvoir être utilisée sans le pack primaire. Donc cette recharge, elle a une fonction supplémentaire, hein, c'est une petite ouverture tout simplement, ce qui permet potentiellement à un utilisateur de n'acheter que la recharge et de ne pas acheter le pack qui va avec. Ça vise un objectif qui est de favoriser l'utilisation de cette recharge. Parce que des emballages rechargeables, c'est bien, dans la mesure où ils sont effectivement rechargés. Sinon, ça ne sert à rien, voire, encore une fois, la solution est pire que le problème. Donc là, tout a été fait pour favoriser l'appropriation par l'utilisateur de la recharge, pour justement permettre un taux de recharge suffisant pour que la solution soit pertinente. Et ça, c'est un enjeu vraiment crucial à chaque fois qu'on est sur ces stratégies-là, de favoriser la réutilisation, l'utilisation des recharges pour permettre un gain environnemental. Donc encore une fois, cette stratégie-là, elle est valable, mais pas dans tous les cas. Hein. Il y a des freins à lever pour que la stratégie soit pertinente d'un point de vue environnemental. Et le troisième exemple, c'est un exemple cette fois d'une stratégie de vrac. Hein, on va proposer le produit en vrac avec des emballages qui sont consignés. C'est les laboratoires Expansience qu'on a accompagnés en 2020 et qu'on a expérimenté en fait le vrac sur quelques pharmacies pour voir si effectivement c'était une solution qui pouvait être déployée. Et on s'est rapidement rendu compte que, pareil, le vrac, ça présente un potentiel environnemental intéressant, mais pas à tous les coups. On s'est rendu compte notamment de deux grosses limites. D'abord, il fallait absolument que l'utilisateur soit en mesure de laver lui-même son flacon avant de le remplir. Si on commençait à mettre des centres de lavage avec de la logistique pour renvoyer les flacons dans un sens et dans un autre, alors l'intérêt environnemental de la réutilisation de l'emballage était quasiment annulé. Deuxième frein qu'on a identifié dans ce projet-là, c'est que pour distribuer du vrac, il faut une machine. La machine, c'est des composants électroniques, c'est tout ça, c'est de la ressource, ça a un impact. Il faut que l'impact de cette machine puisse être amorti sur le volume de vrac qui va être distribué. Et qu'on est sur une expérimentation à petite échelle, c'est pas gagné d'amortir l'impact de la machine. Donc un enjeu plutôt de volume, de mise à l'échelle. Et d'ailleurs, en ce moment, les laboratoires Expansion expérimentent ce même sujet, ce même principe, mais cette fois avec 10 autres marques, justement pour mutualiser un peu l'opération et puis atteindre ce niveau d'échelle qui permettra la rentabilité environnementale du projet. Donc voilà, c'est trois exemples, trois stratégies. On pourrait en citer plein d'autres. Et d'ailleurs, Benoît et Yannick vont parler de leur expérience et vont illustrer d'autres leviers de métamorphose de l'emballage. Mais mon propos à moi aujourd'hui, c'est de vous dire que y a plein de leviers, il y a plein de stratégies possibles. Il n'y a pas de solution clé en main. Et que une fois qu'on a un parti pris, qu'on sait vers où on va, il y a des conditions à respecter. Hein. On n'a pas une solution qui peut être dupliquée dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, pour n'importe quelle entreprise, et qui marchera à tous les coups. C'est important de pouvoir identifier les conditions de réussite de son projet, et puis de cocher les cases pour qu'effectivement la solution soit pertinente. Et puis deuxième élément que je voulais souligner aujourd'hui, parce qu'on parle de l'emballage, et moi je ne suis pas un spécialiste de l'emballage, c'est que je n'aime pas parler d'éco-conception de l'emballage. Pour moi, l'éco-conception, c'est une approche systémique. Donc on a rappelé un peu les principes ici, et puis on l'a illustré ici, c'est une approche systémique. Donc on doit élargir son champ de réflexion. Donc si on parle d'éco-conception, on parle de produits autant que d'emballage. Il y a vraiment un gros risque à essayer d'éco-concevoir son emballage sans considérer le produit qui est à l'intérieur. Le risque peut être de différentes natures. Donc quand on commence à élargir son champ, déjà on peut trouver des leviers d'action supplémentaires, on peut éviter les écueils de l'éco-conception d'emballage qui parfois, j'allège mon emballage, j'ai plus de casse, peut-être que les quelques pourcentages de casse que j'ai en plus, c'est beaucoup plus d'impact que tout l'emballage que j'ai gagné par ailleurs. Et puis souvent on se rend compte aussi que quand on regarde le produit et l'emballage, l'emballage n'est pas toujours la priorité. Hein, donc ça remet un peu l'église au centre du village. Donc voilà, j'ai terminé, je suis à peu près dans les temps, je crois. Merci Anthony, c'est parfait. Oui, Yannick, rejoignez-nous. Alors, hop. Je vais vous laisser vous présenter ainsi que... Alors bonjour à tous, ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler de notre expérience. Donc la société Morel, c'est une petite entreprise, une PME qui est située dans le parc naturel du Haut-Jura, tout près de Genève.
Donc nous sommes lunetiers depuis 1880. Aujourd'hui, c'est la 4e génération de la famille Morel qui gère l'entreprise. Donc une entreprise tout à fait indépendante qui, malgré tout, on est très discret, caché dans nos sapins. On travaille malgré tout dans 90 pays différents et sur les 5 continents. Donc on est quand même une marque qui rayonne à l'international. Et notre savoir-faire est un savoir-faire ancestral. Je vois que beaucoup d'entre vous portent des lunettes. Je suis sûre que vous imaginez même pas la complexité pour qu'elles soient confortables sur votre nez. Donc nous fabriquons 1 million de montures par an qui sont distribuées dans tous les pays. Et on s'est rendu compte il y a 2 ans et demi, quand on a commencé une démarche RSE globale de l'entreprise, que le packaging, c'était quelque chose d'important. Alors c'est important à tous les niveaux. C'est important pour protéger la lunette. C'est important pour l'opticien aussi, puisque nous ne vendons pas un produit fini. Nous vendons une lunette sur laquelle l'opticien va mettre vos verres à la vue. Donc tout ça, c'est une chaîne complète. La lunette, son étui et à la fin, le consommateur final qui va la recevoir. Donc quand on a débuté notre démarche RSE, on s'est dit que vraiment ce sujet, c'était un sujet clé chez nous. Parce qu'1 million de montures, ça représente beaucoup de volume, surtout par rapport à l'étui. Donc je vous ai mis un petit exemple qui est très parlant. Donc chaque lunette est emballée dans un étui qui est emballé dans une boîte en carton. Pour que quand vous allez la chercher chez l'opticien, vous avez une expérience intéressante. On vous l'ouvre comme un paquet cadeau, comme une boîte à bijoux, et vous avez enfin vos lunettes. Donc ça, l'expérience client, on voulait la garder. Mais on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Donc de la boîte carton, je vous ai mis quelques chiffres qui pesaient 50 grammes, on est passé à un fourreau carton recyclé qui ne fait plus que 9 grammes. Donc on a économisé 38 grammes, fois 1 million de montures. On est quand même arrivé à 38 tonnes de carton. Donc c'est un premier chiffre qui est assez impressionnant. Tout ça pour vous dire qu'une petite PME, même à son niveau, peut arriver à faire des économies quand même importantes sans perdre la qualité du produit à la fin. L'étui par lui-même, tous ceux qui portent des lunettes vont me dire c'est encombrant, ça prend de la place, des fois on ne les utilise pas, ça c'est le pire. Donc on a travaillé sur un étui qui est pliable. On a divisé le volume par 3 et le poids par 2. Donc autant vous dire qu'au niveau du fret, au niveau du transport, ça a été un coût phénoménal. Sans parler que l'opticien, lui, quand il reçoit notre lunette, il reçoit l'étui, il doit le stocker. Et un opticien qui a à peu près 300 marques dans son magasin, il doit stocker 300 fois des étuis. Donc nous, avec notre étui pliable, on nous adore. Franchement, ça a été aussi une bonne option auprès de notre client. La chiffonnette pour nettoyer vos montures. Aujourd'hui, elle est en matière recyclée, elle ne l'était pas auparavant. C'était simple à faire. Les matières recyclées s'impriment très bien. Donc ça nous sert aussi de vecteur de communication. Donc c'est encore une solution 2 en 1 super sympa pour nous. Chaque monture était emballée dans un sachet plastique pour la protéger pendant le transport. On l'a changée pour une matière biodégradable qu'on a aussi imprimée, vecteur de communication supplémentaire. La lunette, pour éviter que les branches, une fois pliées, n'abîment la monture, on a un petit fourreau plastique qui est mis sur une branche. Avant, on l'avait 2 fois. On n'en a mis qu'une. Ça suffit largement. Donc, on a économisé aussi 1 million de petits fourreaux, 1 million de petits sachets. C'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est incroyable à la fin. Pour que l'opticien puisse découper vos verres à la bonne forme de votre monture, on mettait ce qu'on appelle un calibre en plastique, emballé dans un petit sachet plastique. Aujourd'hui, les opticiens n'en ont plus besoin. On leur met le plan de façon digitale sur notre site. Ils peuvent le télécharger. On a complètement supprimé les calibres. On en mettait un par lunette. Donc 1 million de calibres de supprimés aussi. Et le résultat est le même, puisque l'opticien n'a aucune difficulté à découper vos verres pour les mettre dans votre monture. Et en dernier lieu, on avait une notice technique
qu'aujourd'hui, l'opticien télécharge aussi. Il n'a pas besoin qu'on lui mette un petit papier, parce que bien souvent, il ôtait la lunette du sachet, il mettait tout à la poubelle, il lisait même pas la notice. Donc aujourd'hui, on l'a remplacé par une petite notice papier que l'on glisse dans le fourreau. Et on explique un peu notre histoire, notre storytelling. Pardon. Donc, en plus de faire des économies, on travaille sur l'image de notre marque. Donc, en quelques minutes, et avec un seul exemple, je vous montre combien on peut être efficace sur un emballage, et ça sur toute la chaîne, c'est-à-dire du stockage chez nous au siège, jusque chez l'opticien, jusque dans votre sac à main. Donc voilà, aujourd'hui, le mot de la journée, c'est fier. Autant vous dire que sur ce sujet-là, l'équipe Morel est très fière de ce qu'elle a pu entreprendre, même si on a entrepris plein d'autres choses. Mais cet exemple-là est très parlant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Benoît, Hébert Group, donc c'est une société familiale, je fais partie de la 4e génération de dirigeants. On est également dans le Jura, à Orgelet, un petit village fort charmant. On emploie à peu près 180 personnes et donc nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication d'emballages pour les secteurs de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Alors, la société a toujours eu un mode de pensée qui s'inclut dans le développement durable. C'est vraiment dans l'ADN de la société. Le Jura, c'est un formidable terrain de jeu pour tous ceux qui aiment la nature. On ne peut pas dissocier les deux. On est une société familiale. C'est vraiment important pour nous. Depuis maintenant plusieurs décennies, on s'acharne à travailler sur plusieurs éléments, notamment utiliser des matières renouvelables, des matières qui soient 100% recyclables et surtout un concept qui est le juste emballage. Alors le juste emballage, il est très simple, j'ai essayé de l'illustrer ici. On va toujours regarder, quand on va développer un emballage, la performance que va avoir l'emballage, à la fois en termes de logistique, de protection. Merci beaucoup Anthony, tout à l'heure tu évoquais le gaspillage alimentaire. C'est vrai, quand on pense gaspillage, on pense plutôt DLC dans le frigo et les produits qui sont jetés parce qu'ils sont périmés. Mais il faut savoir que la DLC, elle passe aussi par l'emballage et elle passe aussi par les fonctions de protection du contenu. Et donc la performance de l'emballage, elle va être mise en relation avec l'impact environnemental. Et si on a trop peu d'emballage, on va être dans un cas de sous-emballage qui est assez peu connu, mais en fait qui va contribuer au gaspillage alimentaire et qui va avoir un impact important. Et on a un cas aussi qui est bien connu des consommateurs et de l'opinion publique, c'est le suremballage, où là en fait on va avoir plus d'emballage que nécessaire, et donc on va aussi avoir un impact environnemental qui est pas optimal. C'est pour ça que quand on conçoit un produit, un emballage sur mesure, on va faire attention à respecter la notion de juste emballage qui va être vraiment le point d'équilibre des emballages et de l'impact environnemental par rapport à la performance de l'emballage. Donc de ça, on a fait notre introspection, on a regardé ce qu'on fabriquait, on a regardé comment on travaillait. Et puis on s'est dit que c'était bien parce qu'on travaillait un matériau qui est le polypropylène. Donc il faut savoir que quand on parle de plastique, on met tout et n'importe quoi dedans. Donc ça, c'est vraiment un produit typique de ce qu'on peut faire. Ça, c'est développé, conçu à Orgelet et produit à Orgelet. On en fabrique comme ça des centaines de millions par an. Et alors c'est un produit, on se dit, bon, d'un prime abord, c'est du plastique. Alors oui, c'est du plastique. Et c'est pas forcément quelque chose de mal si on regarde notamment des comparatifs matériaux. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en compte dans ces analyses que l'on a pu faire, à savoir la liberté des formes. Donc c'est vrai qu'il y a des questions aussi de différenciation sur les produits. Les metteurs sur le marché veulent avoir un produit qui se différencie de la concurrence, qui a des fonctionnalités. On va aussi avoir la recyclabilité. Pour ça, le plastique, sous peu qui correspondent à des résines bien précises, dont fait le polypropylène, dont fait aussi partie le PET des bouteilles, est recyclable à 100%. Donc on s'est dit, bon, c'est formidable, c'est recyclable à 100%. Ça permet de faire des formes très complexes. On a un bilan carbone qui est plutôt intéressant parce que c'est une matière qui a une très faible densité, qui est très facile à transformer. Il faut très peu d'énergie pour la transformer. On se dit formidable, pas besoin d'eau pour transformer du plastique. Il est recyclable, je l'ai dit. On peut même le biosourcer aujourd'hui, hein, c'est l'aspect environnemental,
pour ce produit, donc qui est un produit qui est en partenariat avec le groupe Savencia. C'est un produit qui contient 30% par exemple de matière biosourcée. On pourrait en mettre plus, on pourrait en mettre 100%, ça ne ferait pas de différence, l'emballage serait le même. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'approvisionnement, on n'a pas assez de matière disponible et il y a un problème de premium que tous les acteurs ne sont pas prêts à apporter. Alors quand on voit tout ça, on se dit bon bah super, la société va bien, les matériaux qu'on travaille sont respectueux de l'environnement, tout va bien se passer. Eh ben non, tout va pas bien se passer. Parce qu'on a été confronté rapidement au plastic bashing au tournant des années 2015 à peu près. Et ça a été un coup de massue pour nous, puisqu'un produit vraiment phare de la société, qui était le bac de crème glacée Carte d'Or, que vous connaissez peut-être, a été remplacé par un complexe qu'on appelle un complexe carton PE. Donc un complexe carton PE, si ça ne vous parle pas du tout, c'est ça. Donc c'est une boîte, on a l'impression que c'est du carton, c'est quasiment que du carton, mais il y a quand même une couche de plastique, un peu moins de 20%, qui permet de faire l'étanchéité. Et ça, pour nous, c'était pas du tout dans le radar, parce que ça, c'est moins recyclable que ça. Parce que toute la difficulté du recyclage, c'est la séparation des matériaux. Dès que vous avez des matériaux qui se collent les uns aux autres, ça coûte plus cher à recycler, donc c'est moins intéressant, donc on recycle moins. Ça, c'est 100% monomatériaux, c'est que du polypropylène. Même la décoration, tout est en polypropylène. On a juste l'encre, évidemment, qui n'est pas du PP, mais qui représente moins de 1% du volume de l'emballage. Donc ça, je l'ai dit, c'est moins recyclable. On s'est dit, mais pourquoi c'est moins recyclable? Pourquoi le marché part là-dessus? Tout simplement parce qu'il y a moins de plastique. Et il y a beaucoup de grands groupes qui ont pris l'engagement de réduire la consommation de matières plastiques et qui ne vont pas forcément tenir compte de tout ce que je vous ai expliqué sur la recyclabilité, l'énergie, l'eau, etc. Donc face à ce constat, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un nouveau matériau à transformer. A priori quelque chose qui soit découpé du fossile pour rester en phase avec nos attentes. Et donc c'est là où on a mis la main et le doigt sur une technologie qui s'appelle le moulage de cellulose, donc par voie sèche. Parce qu'aujourd'hui, le moulage de cellulose, ça existe, c'est vieux comme le monde, c'est la boîte d'œuf. Donc la boîte d'œuf, c'est ni plus ni moins que la cellulose transformée en pâte et puis ensuite qui est moulée, qui est formée. La difficulté de cette technologie, c'est nous, on a été regarder cette technologie de près, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, notamment des consommations d'eau importantes, des besoins pour la transformation qui nécessitent beaucoup d'énergie thermique parce qu'il faut évacuer l'humidité une fois que la pièce est formée. On a aussi des soucis de décoration parce qu'on ne sait pas faire une décoration comme ça sur une pièce qui est moulée. Les boîtes d'œufs, c'est rarement que vous voyez des décorations dessus de cette nature. Et donc, on a cherché une nouvelle technologie. Et donc, on a trouvé une start-up suédoise qui s'appelle Pulpac, qui avait réussi en laboratoire à fabriquer des pièces, donc mouler la pulpe, mais sans utiliser d'eau. D'où le DMF, Dry Molded Fiber, donc le moulage de pulpe par voie sèche. On s'est intéressé à ça, on a passé ça sous notre prisme, notre grille de lecture. On a vu qu'on avait une recyclabilité qui était excellente, puisqu'on n'est que de la fibre, que du carton, donc on passe dans les filières papier-carton, c'est fantastique. Un bilan carbone qui est très bon, puisqu'on part d'une matière biosourcée, renouvelable, qui vient d'assez proche de chez nous, là, on parle de l'Europe, qui est transformée de manière très frugale, puisqu'on reste sur une matière peu dense, puisqu'on n'a pas besoin d'eau dans le process. Une technologie qui présentait beaucoup de synergie avec la chaîne de valeur, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important. On n'existerait pas aujourd'hui sans nos fournisseurs, nos partenaires, des gens avec qui on travaille depuis longtemps, qui ont une grande expertise, beaucoup d'expérience et qui maîtrisent une partie de notre chaîne de valeur en définitive. Et on cherchait aussi une technologie qui se repose sur les connaissances de ces gens-là parce qu'on savait qu'on n'allait pas être capable de tout porter tout seul. Et là, comme on moulait une matière, c'était quand même assez proche de notre historique, à savoir mouler du plastique. Donc c'était plutôt intéressant. Comme je l'ai dit, et ça a été un point crucial et qui a été renforcé par toutes les 2 dernières années que l'on a vécu, les 2 derniers étés avec des sécheresses. On sait que l'eau va être un enjeu dans les années à venir. Donc là, pas de consommation d'eau. Un produit qui permet de faire du support d'information. Donc le support d'information, c'est ce que j'évoquais. Ça va être à la fois du graphisme, mais aussi de l'informatif, mettre des codes barres, mettre des mentions nutritionnelles, mettre des scores. Tout ça, c'est vraiment très important pour les brand owners. Une consommation électrique qui est là aussi très frugale. C'est lié à la faible densité, je vous l'expliquais tout à l'heure. Des besoins thermiques inexistants, j'en ai parlé. La renouvelabilité qui est présente. Et surtout, une opinion publique qui est très favorable, ce qui nous manquait en fait. Ce qui pesait de manière presque, j'ai envie de dire, démesurée sur le plastique et qui nous a mis dans cette situation.
On est donc arrivé avec cette technologie, on a passé ce partenariat avec Pulpac et maintenant ça fait plusieurs années que l'on travaille à industrialiser cette technologie parce que Pulpac avait un petit problème, c'est que ça marchait en laboratoire, mais pour passer à une production industrielle, c'était une brique qui leur manquait. On a vraiment trouvé une complémentarité entre nos deux sociétés. Donc on a travaillé beaucoup avec eux et on est fiers aujourd'hui d'avoir la première ligne industrielle au monde qui tourne à Orgelet dans le Jura et qui moule de la pulpe sèche. Donc c'est une vraie satisfaction. Donc c'est des produits qui vont, j'espère, arriver, qui vont être commercialisés peut-être dans le courant de l'année prochaine, on l'espère. Voilà, on ne veut pas donner de date trop précise parce que ça reste quelque chose de très, très difficile à dompter. Et puis comme on est des industriels dans l'âme et qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder aussi ce qu'on a fait par le passé, de regarder d'où on vient, on s'est dit que c'était quand même sympa d'avoir des pièces décorées avec des modes de décoration très, très performants. Et c'est là où on a vu qu'on avait pu se nourrir les uns les autres avec Pulpac. C'est qu'assez rapidement, on leur a suggéré l'idée, on a travaillé sur un développement qui consiste à faire de l'IML. Donc IML, c'est In-Mold Labeling, c'est ce qui permet de décorer des pièces comme celle-ci. Donc on vient déposer une étiquette à l'intérieur du moule au moment où on fabrique la pièce. Et comme on envoie de la matière qui est la même matière que l'étiquette, les deux fusionnent et vous avez une pièce décorée en one-step process. Donc on a une seule étape. Il n'y a pas de reprise, tout ça se fait en même temps. Et on n'a pas pu s'empêcher de développer ça, de faire des essais, de le faire pour l'IML, pour la pulpe. Et donc aujourd'hui, on est très heureux puisqu'on a réussi à faire fonctionner. Ça donne ce genre de pièces. Donc vous voyez, ça c'est des pièces en fibre de cellulose uniquement, qui sont déjà décorées dans le moule. Et donc ça ouvre vraiment de nombreuses voies à l'emballage comme on le connaît, à des métiers comme Anthony qui vont pouvoir conseiller, j'espère, les pièces que l'on est en capacité de faire. Et ça ouvre vraiment beaucoup de voies comme une alternative au plastique, puisqu'aujourd'hui le plastique, nous, on pense qu'il est encore là pour rester parce qu'il a des propriétés absolument phénoménales et qui vont nous aider dans la transition environnementale, écologique. Mais il faut aussi de la place à de nouvelles technologies comme celle-ci qui doivent émerger des entreprises et qui doivent faire... Enfin, on pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on est content de ce développement et puis que c'est une belle diversification. C'est que c'est vraiment transverse à la façon de fonctionner de notre société. Voilà. Merci beaucoup, Je crois que j'ai fait le tour. Benoît. Merci. J'avais envie, s'il accepte, de repasser le micro 1 ou 2 minutes à Anthony pour peut-être qu'il réagisse par rapport aux deux exemples ou uniquement à l'exemple matière. Je pense que ça nous permettra un peu de boucler cette table ronde. Ben merci. Alors c'est vrai que la matière... alors nous on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'écomatériaux. L'écomatériau n'existe pas. Il faut sortir de cette illusion qu'on trouvera des substituts aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour les mêmes applications qu'aujourd'hui, les mêmes usages qu'aujourd'hui, et que ça répondra à l'enjeu environnemental. Pour nous, ça va. La question de la métamorphose de l'emballage va bien au-delà de ça. Il faut revoir les usages, il faut revoir les modes de consommation, il faut que ce soit un travail un peu plus en profondeur. Une fois qu'on a dit ça, le matériau reste quand même assez central dans tout projet d'éco-conception parce que tôt ou tard, on se pose la question de quelle matière on utilise. Et pour nous, il y a deux manières de voir les choses. Soit on part d'une matière qui pose problème et on cherche à la substituer. Et j'ai l'impression que c'était un peu le point de départ. Hein. On partait d'une boîte en polypropylène et puis on voulait la transformer en matière cellulosique. Ou alors... on part de la matière, on part d'une nouvelle matière innovante, et puis on se pose la question, comment je pourrais exploiter cette matière, pour quelle application je pourrais exploiter cette matière pour répondre aux usages. Et je trouve cet exemple-là assez inspirant, parce que j'ai l'impression que vous êtes parti de plutôt une approche de substitution matière à aujourd'hui quelque chose qui va au-delà. En fait, vous vous êtes approprié la technologie, vous vous êtes approprié la matière, et puis vous ouvrez le champ en fait, à d'autres marchés peut-être, à d'autres applications, à d'autres formes, à d'autres rendus esthétiques. Et voilà, moi je pense que c'est un bel exemple qui montre que l'environnement, ça ne doit pas être une contrainte supplémentaire qu'on vient se greffer sur notre manière de faire, notre business as usual, mais il faut vraiment que ce soit pris comme une clé d'entrée
à la créativité, une clé d'entrée pour faire autrement, pour inventer de nouvelles solutions, pour proposer de nouvelles applications, pour proposer de nouveaux usages et embarquer comme ça les consommateurs, les citoyens qu'on est tous dans une modification de leurs pratiques. Hein, l'éco-conception de manière générale, c'est pas que l'offre, c'est pas que des industriels, des marques, des cabinets de conseil, des bureaux d'études qui doivent amener et pousser comme ça des solutions. C'est aussi la demande qui doit évoluer. Sinon on n'atteindra pas l'enjeu, on répondra pas suffisamment à l'enjeu. Et donc chacun a un rôle à jouer comme ça pour à la fois réfléchir à des nouvelles solutions, proposer des nouveaux usages et embarquer derrière les consommateurs vers moins d'impact. Merci beaucoup et encore félicitations également à vous de l'entreprise Morel pour le travail complet que vous avez réalisé sur la chaîne de valeur. Merci pour votre participation. Les intervenants resteront dans les parages si vous voulez les rencontrer.